Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Nicolas Houzé, qui est le directeur général du groupe Galeries Lafayette. Comme vous le voyez, le groupe Galeries Lafayette connaît un développement sans précédent, avec des projets extraordinaires sur les Champs-Élysées et d'autres qui s'apprêtent à ouvrir dans les semaines à venir. Nicolas va nous parler de tous ces projets, de la direction et de la vision des Galeries Lafayette. Alors, je vous souhaite une belle aventure et un beau podcast. Nicolas Houzé, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis 2013 directeur du groupe Lafayette, avec les enseignes Galeries Lafayette, mais aussi le BHV Marais, également Royal Quartz, Guérin Joaillerie, Louis Pion. Et depuis 2 ans, vous avez amorcé une mue du groupe. En quelques mois, vous avez repris La Redoute Mauboussin, ouvert un magasin Italie à Paris, cédé une partie du parc Galeries Lafayette en région à un partenaire, lancé un magasin nouvelle génération sur les Champs-Élysées. Et ce qui est annoncé, c'est une ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros à l'horizon fin 2020. Ça fait beaucoup de choses pour une seule maison. C'est un groupe multidisciplinaire qui a ses racines dans le grand magasin et qui aujourd'hui, avec ses 2 enseignes, Galeries Lafayette et BHV, a beaucoup de chantiers en effet qui sont en cours de transformation, de rénovation, d'ouverture, mais qui a besoin de ces rénovations et de toute cette transformation pour aussi se projeter dans une modernité, dans aussi les attentes de nos clients. Et donc c'est dans cette optique-là et surtout dans cette dynamique-là que je trouvais important et que je trouve toujours important d'inscrire l'entreprise. C'est fondamental pour faire en sorte que les Galeries Lafayette et le groupe qui est attaché continue à exister et continue surtout à se développer et soit encore là dans 125 ans, qui est le prochain horizon que nous visons. C'est intéressant parce que vous êtes un groupe très fort sur la France, présent à l'international, mais vous restez une entreprise familiale. Avant d'avancer sur les grands projets que vous êtes en train de mener, j'aimerais savoir ce que ça veut dire aujourd'hui quand il y a la taille du groupe Galeries Lafayette. Pour vous, qui êtes héritier de la famille fondatrice, qu'est-ce que ça veut dire d'être un groupe familial ? Déjà, c'est une force inestimable. C'est très précieux dans ces temps justement très incertains où la bourse fait le yo-yo, monte et descend parfois pour des raisons qui sont incompréhensibles. Et on a connu cela puisqu'on a été une entreprise qui a été cotée pendant 70 ans. Ouais. Et on a eu l'opportunité en 2005 de pouvoir se privatiser. Et donc aujourd'hui, c'est une force pour ses actionnaires, mais c'est aussi surtout une force pour ses collaborateurs de pouvoir travailler sur des projets de long terme, des projets d'avenir qui permettent de projeter une fois de plus l'entreprise dans une dynamique pas forcément très court-termiste, mais au contraire avec de l'ambition à très long terme. Et je crois que, en tout cas pour moi en tant que manager de cette entreprise, mais je suis sûr aussi pour tous ses collaborateurs, c'est une force et c'est aussi bien évidemment une fierté de faire partie de cette aventure entrepreneuriale qui a commencé il y a 125 ans et qu'on poursuit aujourd'hui avec trois générations toujours présentes, puisque Madame Moulin, Ginette Moulin, ma grand-mère, est toujours présidente du holding familial. Patricia Lemoine est présidente du conseil de surveillance du groupe Galeries Lafayette, ma tante, et Philippe Houzé, mon père, est le président du directoire. Et puis moi j'en suis le directeur général, mais Guillaume Houzé, mon frère, dirige l'image et la communication. Arthur Lemoine, mon cousin, Royal Quartz et Louis Pion, et puis Augustin Bellois, mon beau-frère, est secrétaire général du groupe. Donc c'est une vraie tradition qu'on continue à entretenir et qu'on perpétue dans les dans membres de la futur. famille sont vraiment dans l'opérationnel du groupe. On n'est pas dans une famille qui est au capital, mais qui n'a pas les mains dans le cambouis, on va dire. Oui, c'est très important. C'est pas de la complaisance, c'est pas de la facilité. C'est parce qu'on a tous l'envie, la conviction qu'on a des choses à faire dans cette entreprise, qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice qu'on veut construire ensemble. Et une fois de plus, pour toute l'équipe managériale qui travaille à nos côtés, c'est important d'avoir justement des membres de la famille qui peuvent rassurer dans des moments où le doute peut arriver, où les inquiétudes montent, de projeter dans un futur plus lointain et de se dire
On est là pour construire quelque chose à long terme. Et donc, pour moi, mais j'en suis sûr, tous les membres de la famille qui sont présents dans l'entreprise, voilà, c'est une immense fierté de pouvoir perpétuer cette histoire entrepreneuriale qui a été entamée par notre aïeul. À titre personnel, quand est-ce que vous avez pris conscience que vous étiez dans un environnement assez particulier, qu'il y avait aussi un héritage à assumer ? Je crois que ça fait partie de notre vie. Vous savez, quand avant moi, mon père, Philippe Houzé, mon grand-père, Étienne Moulin, mon arrière-grand-père, Max Elbron, que j'ai bien connu puisqu'il est disparu en 98, donc j'ai passé plus de 20 ans de ma vie à le voir régulièrement. On a une forte imprégnation au quotidien de cette entreprise, mais une fois de plus, on n'était pas ni bercé dans vous êtes les descendants et les dirigeants futurs de l'entreprise Galeries Lafayette, mais on est toujours bercé par ce nom de cette entreprise, de ce groupe. Et de ce point de vue-là, on a toujours été très préservés. On ne nous a jamais forcé à quoi que ce soit. Et si on est 4 aujourd'hui de la 5e génération à travailler dans l'entreprise, c'est un choix personnel qu'on a fait chacun d'entre nous. Et c'est pas... on ne nous a pas poussé. D'ailleurs, vous n'étiez pas formaté dès l'enfance pour devenir le futur DG de l'entreprise ? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas ce sentiment-là. Après, est-ce que des discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, je me suis convaincu avec le temps que ça serait ma destinée peut-être. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas été de façon éhontée poussé vers cela directement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des membres de la famille qui ne sont pas dans l'entreprise. Et ils sont tout à fait acceptés comme nous le sommes. Et ils font autant partie que nous de cette famille et de cette aventure entrepreneuriale. Donc il n'y a pas de sujet particulier par rapport à cela. Et c'est des choix personnels que nous avons tous faits et que j'ai fait par exemple il y a plus de 20 ans en décidant d'entrer dans l'entreprise parce que j'avais envie et je sentais que c'était ce que je voulais faire. Et une fois de plus, je n'ai pas commencé en étant directeur général, j'ai commencé tout en bas de l'échelle. Concrètement, ça s'est passé comment ça, à la fois pour vous, mais pour votre cousin, pour votre frère? J'imagine qu'il y a une initiation peut-être aux différents services, aux différentes fonctions dans l'entreprise. Ce qui est vrai, c'est que on ne se retrouve pas tout de suite projeté à des postes à très haute responsabilité. Il faut qu'on puisse démontrer ce dont nous sommes capables, ce dont nous étions capables surtout. Et après, c'est vrai que le parcours peut aller un peu plus vite que pour les autres. Mais globalement, ce qui est sûr, c'est que moi, c'était il y a 21 ans même, en 1998. Et c'était une vraie volonté personnelle de pouvoir et de rentrer dans cette entreprise. Pas forcément d'ailleurs... tout de suite accepté par mon père. Il a fallu que je le convainque. Et pourquoi ? Parce qu'il considérait que à 23 ans, j'avais d'autres choses à faire. J'avais sans doute des pots de banane qui allaient m'être mis sur mon chemin. Ça a été le cas ? Et ça n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, moi, ma conviction à l'époque, c'était plutôt que d'avoir des pots de banane à l'extérieur, autant les avoir à l'intérieur. Et que en revenant 5, 7, 8, 10 ans plus tard, je les aurais de toutes les façons. Donc ma conviction était que mon parcours, il fallait le forger dans l'entreprise. C'est comme ça aussi que je créerai ma légitimité auprès des collaborateurs, auprès de la famille, parce que c'est aussi important, en travaillant à leur côté au quotidien et en leur démontrant de quoi j'étais capable. Et donc, pendant les 10 premières années de ma vie professionnelle chez Monoprix, j'ai effectué un parcours assez classique de toutes les fonctions commerciales, de vente, d'achat, jusqu'à la création du concept Monop qu'on a ouvert en 2003. Et j'ai ensuite effectué mon parcours dans l'horlogerie en dirigeant Royal Quartz et Louis Pion pendant 5 ans. Et puis j'ai rejoint les Galeries Lafayette en 2012 en tant que directeur général adjoint. Et j'ai pris la direction de l'entreprise maintenant il y a plus de 6 ans, puisque c'était en mars 2013. Est-ce qu'il y a un moment qui a été clé pour vous où vous avez eu la volonté de dire bon, je prends plus de responsabilités, je vais monter en compétence. Est-ce qu'il y a eu un moment clé ou une rencontre clé là-dessus ? Alors, des rencontres clés, il y en a toujours eu et, ouais. et je vous les dirai, mais ce qui est vrai, c'est qu'un homme que je respecte énormément et qui compte beaucoup pour moi, c'est mon père, Philippe Houzé, m'a toujours dit, et il le dit d'ailleurs à tout le monde, pas qu'à moi, mais aussi aux managers de l'entreprise, le pouvoir, ça ne se donne pas, ça se prend. Oui. Et donc, de ce fait, tout au long de mon parcours, j'ai toujours été relativement proactif sur les étapes à franchir, sur les bons moments à changer de métier. Parce que j'ai toujours considéré que 2 ans, 3 ans, 5 ans étaient les bonnes étapes pour franchir des moments importants et clés dans ma carrière. Et donc, je crois que c'est comme ça que je l'ai forgé et que j'ai passé à travers le temps ces différents moments.
Après, des personnes, il y en a plusieurs qui ont marqué mon histoire. Je pense tout naturellement à mon grand-père, Étienne Moulin, qui compte énormément pour moi, qui a dirigé pendant longtemps Monoprix et qui a aussi été un des grands dirigeants des Galeries Lafayette. Et j'ai eu la chance de pouvoir le côtoyer presque quotidiennement pendant quasiment les 10 premières années de ma vie professionnelle, puisque il continue à venir quotidiennement au bureau. Et donc jusqu'à sa mort en 2004, j'allais pas le voir tous les jours, mais presque. Et donc j'échangeais beaucoup avec lui. Mais une fois de plus, c'était pas le petit-fils et son grand-père, mais plus sur sa vision du métier, comment est-ce qu'il en est arrivé là, pour quelle vision il avait de l'entreprise. Donc plus un mentor finalement un mentor, et en même temps avec cette vision forcément un peu paternaliste. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon parcours, au-delà de l'aspect sentimental, mais aussi dans mon parcours professionnel. Évidemment, mon père, Philippe Houzé, qui en 2013 m'a proposé de prendre la direction générale de l'entreprise. Comment ça s'est passé ça pour vous, cette passation-là? C'était, et ça a été très naturel. Je crois que c'est plus facile pour moi que pour lui, d'une certaine manière. Mais pour moi, ce qui était important, c'était vraiment de continuer à pouvoir avoir le savoir que lui a accumulé avec toute son expérience. Cette année, et dans quelques semaines, on va fêter ses 50 ans de carrière dans l'entreprise. C'est un grand monsieur du commerce et très reconnu pour cela en France et à l'international. Et j'ai toujours considéré que pour moi, en tant que directeur général, mais pour l'entreprise de façon plus large, c'était très important de pouvoir avoir sa vision, des échanges quotidiens quasiment sur les bonnes choses à faire ou les moins bonnes choses qui ont été faites. Et que ça ne soit pas que pour moi, mais bien pour les managers de l'entreprise. Donc pour moi, ce qui est aussi fondamental, c'est que les membres du comité exécutif qui m'entourent, avec lesquels je travaille, continuent ou entretiennent un lien quasi mensuel avec lui pour parler de leur business. Une fois de plus, c'est pas pour me passer au-dessus, ou mais pour aussi que eux puissent se faire challenger avec une vision très différente, parce que je crois qu'on a une chance, c'est que on est assez complémentaires, mon père et moi. On reste tous les deux des commerçants. Et on est tous les deux des commerçants, mais on a par moments des visions un peu différentes. On arrive souvent et on les réconcilie très régulièrement. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir aussi bénéficier de son histoire et de sa vision de ce qu'on peut faire. Et donc, voilà. Chacun a son rôle, en fait, dans cet organigramme. Moi, je suis le patron opérationnel de l'entreprise. Je la dirige au quotidien. Et lui a plus une main sur les visions stratégiques, les développements qu'on pourrait opérer ou les investissements. Et puis, une fois de plus, avec aussi ce rapport quotidien qu'il peut avoir. Il reste un commerçant avec les chiffres quotidiens qui lui coulent dans les veines. Et donc, on en parle très régulièrement. Ça fait partie... Il les regarde tous les jours. Bien évidemment. D'accord. Vous le disiez, beaucoup de choses, des investissements, des projets à mener. Le sentiment de vue de l'extérieur, c'est que depuis 2 ans, ça s'est incroyablement accéléré au niveau du groupe. Vous étiez dans une phase d'observation pendant 2-3 ans avant d'accélérer et de valider tous ces projets. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup, je le redis, les Galeries Lafayette sur les Champs-Élysées, rachat de la Redoute, rachat de Mauboussin, développement international qui est avec des nouvelles signatures. Qu'est-ce qui s'est passé là ces 3 dernières années? Vous savez, en fait, ce sont quasiment tous des projets de longue haleine. Quand on parle d'ouverture ou de développement de magasins, que ce soit en France ou à l'international, c'est des projets sur lesquels on travaille depuis quasiment 4 ou 5 ans et qui, concours de circonstances, arrivent quasiment tous à maturité ou en tout cas à être ouverts quasiment simultanément. Mais ce n'était pas ce qu'on avait imaginé au départ. Quand on signe les Champs-Élysées en 2014 avec le propriétaire du bâtiment, on n'imaginait pas qu'on allait ouvrir Luxembourg et Beaugrenelle et Shanghai la même année. Shanghai, on l'a signé en janvier 2018 et on l'a ouvert en mars 2019. Voilà, c'est des choses qui se percutent, qui sont complexes, qui demandent des investissements humains aussi très significatifs. Et donc, je tiens particulièrement à remercier toutes les équipes qui nous permettent de réaliser ces projets-là, parce que, une fois de plus, c'est à chaque fois une réinvention d'une certaine manière du modèle. Ça l'est plus encore vrai quand on fait les Champs-Élysées que quand on fait Shanghai ou Luxembourg ou Beaugrenelle, mais quand même,
À chaque fois, c'est des coques qui sont différentes, c'est des tailles qui ne sont pas les mêmes, c'est des environnements économiques qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, ni non plus des portefeuilles de marques qu'on peut répliquer à l'infini. Donc à chaque fois, c'est du sur-mesure qu'on fait pour chaque projet. Et juste pour parler des développements, que ce soit La Redoute ou Mauboussin, c'est dans une optique de aussi continuer à renforcer les piliers de l'entreprise de façon différente. La Redoute, c'était une vraie complémentarité de métier qu'on a été chercher chez La Redoute, à la fois dans un métier digital, quand nous on est quand même très physique, même si on a galerielafayette.com, mais ils ont quand même une vraie expertise en la matière, avec une vraie expertise de retournement d'un métier de VPC traditionnel vers un métier de e-commerçant. Donc ça, c'était pour nous très intéressant. Également une force incroyable dans l'univers de la maison, qui est très complémentaire du métier de la mode, même si nous sommes déjà dans l'univers de la maison, mais c'est quand même pas notre point de force, donc c'était très complémentaire de ce point de vue-là. Et puis aussi une manière d'insuffler du digital dans une entreprise qui est très physique. Donc pour cela, c'était important, et c'est une histoire de rencontre. C'est vraiment une rencontre de commerçants avec les dirigeants Éric Courteil et Nathalie Bala, mon père et moi, où on a vraiment réalisé que nous faisions avec des outils un peu différents, le même métier, et qu'il y avait une vraie convergence et une vraie complémentarité qu'on pouvait trouver entre nous. Arrêtons-nous un peu sur la Redoute, parce que c'est quand même, en termes de dynamique, quelque chose de très intéressant d'avoir un pure player, même si historiquement venu de la VPC, mais repris par un grand magasin. On voit que c'est des dynamiques qu'il peut y avoir sur d'autres marchés. Qu'est-ce qui vous intéressait, vous, profondément dans le digital? Est-ce que pour vous, c'était aussi une façon d'avancer plus vite sur le digital? Et finalement, aussi, au quotidien, on sait que les cultures ne sont pas toujours les mêmes. Comment ça se passe? Pour revenir à l'origine, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que c'est vraiment la complémentarité qu'on a trouvée intéressante entre nos deux entreprises. Et de ce point de vue-là, on n'est absolument pas déçus. Et on va et on accélère beaucoup de choses. On a cette année l'ambition d'ouvrir quasiment une cinquantaine de corners, Redoute Collection, Redoute Intérieur, mais aussi MPM dans des magasins Galeries Lafayette ou BHV. On a également commencé à travailler à la mise en commun de nos données, la fameuse data que tout le monde aujourd'hui scrute, travaille et manie avec beaucoup d'attention. C'est pas un chantier facile. C'est pas un chantier facile, mais c'est un chantier qui nous ouvre des perspectives très intéressantes, parce qu'on constate que nos clients sont aussi assez complémentaires. Il n'y a pas forcément aujourd'hui de cross-fertilisation, et justement on va la créer entre nous avec cette Data Alliance. Et puis également, ce qui est important, c'est véritablement de commencer à utiliser leur savoir-faire en digital pour insuffler cet esprit de digitalisation dans les Galeries Lafayette. Et ça, c'est un des chantiers qui n'est pas les plus simples, puisque c'est quelque part une évolution de la culture de l'entreprise qui doit être faite. Donc c'est celui sur lequel on a le plus d'attentes et sur lequel on commence véritablement à travailler. Alors pour l'instant, ce qui est vrai, c'est que les Galeries Lafayette n'ont que 51% de La Redoute. Donc nous sommes que l'actionnaire majoritaire. Nous sommes associés avec l'équipe dirigeante. Et donc de ce fait, ces deux entreprises qui restent et qui ont une vocation d'ailleurs à rester séparées, puisque il n'a jamais été dans notre intention de faire disparaître galerielafayette.com et de mettre La Redoute à la place, ou vice-versa, de faire disparaître La Redoute et de mettre galerielafayette.com à la place. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que La Redoute est une marque qui est connue et reconnue sur ses différents marchés et par ses clients. Et donc, il faut continuer à capitaliser dessus. Et on voit aujourd'hui les succès que connaît cette entreprise. Et vice-versa, pour les Galeries Lafayette, il est important d'avoir un site puissant qui soit complémentaire de nos magasins physiques. Et donc, pour répondre à votre question, pourquoi le digital ? Nous, notre vraie conviction, c'est que c'est l'association entre le monde physique et le monde digital qui sera l'équation gagnante demain pour nos clients. Et donc le site galerielafayette.com n'a pas vocation à remplacer nos magasins, mais au contraire à venir leur apporter une aide, un complément pour être à même de répondre à toutes les attentes de nos clients. Et c'est ça que nous voulons et que nous travaillons, c'est véritablement de faire en sorte que le digital soit un outil qui aidera nos collaborateurs à être les mieux à même pour répondre aux attentes de nos clients, et à nos clients de trouver les produits qu'ils cherchent dans l'univers de la mode au sens large, de la beauté jusqu'à l'univers de la maison, en passant par la femme, l'homme, l'accessoire, la chaussure, mais de pouvoir trouver tous les produits qu'ils cherchent
grâce à galerielafayette.com. Et donc, c'est vraiment cela que nous travaillons. Et c'est dans cette optique-là que nos équipes sont mobilisées. Et sans doute qu'avec la Redoute, on arrivera aussi à faire certaines choses et accélérer certains... Il y a des modèles, des exemples d'acteurs au niveau international qui vous inspirent sur ces sujets-là ou tout est encore à défricher? Non, tout n'est pas encore à défricher. Ce qui est sûr, c'est que les anglo-saxons sont les meilleurs en la matière. Aux États-Unis, typiquement, les grands magasins ont aujourd'hui des sites marchands qui sont très performants, qui atteignent 15 à 20% du chiffre d'affaires global de l'entreprise, que ce soit chez Nordstrom, chez Macy's ou chez Bloomingdale's. C'est le cas aussi en Angleterre. Vous en êtes plus où? chez John Lewis. Nous, aujourd'hui, on en est à 5%. Oui. Et l'ambition, c'est à l'horizon de 2025 d'arriver aux 10%. Alors, c'est pour nous un vrai changement de braquet qu'on veut et qu'on est en train de mettre en place. On est très mobilisés sur ce fait. Et aujourd'hui, on est convaincu qu'on peut y arriver. On pense même y arriver un peu avant. C'est intéressant. Pourquoi ça irait plus vite? Vous sentez qu'il y a un emballement, il y a un consommateur qui est alerte sur ces questions-là? Le consommateur, il est très alerte en la matière. Ce qu'il n'était pas, c'était l'industrie qui n'était pas tout à fait réceptive à la digitalisation. Et quand je dis l'industrie, plutôt l'industrie haut de gamme. Le fait est qu'aujourd'hui, en 2019, plus personne ne peut considérer que le digital, c'est un gadget. Tout le monde est convaincu que c'est un vrai outil pour rendre la marque peut-être un peu plus accessible, pour toucher plus de clients. Et de ce fait, un outil business fondamental. Et donc, c'est quand même plus facile d'embarquer aujourd'hui les marques en 2019 que ça ne pouvait l'être en 2005 ou en 2009. Donc, à partir du moment où on a un outil digital qui leur permet de garder intact l'ADN de leur marque, quand on s'appelle Galeries Lafayette et qu'on voit ce qu'on est capable de faire dans le domaine physique, on devrait être capable de le faire dans le domaine digital. Après, ça reste un chantier très important parce que justement, il faut qu'on soit capable, en termes de services, d'outils, de proposer la même expérience extraordinaire que celle que nous avons en magasin, et ce n'est pas simple à faire. Ça, sur l'expérience en magasin, il y a eu beaucoup de choses de faites sur les flagships d'Haussmann et de la créativité sur le magasin ouvert sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, quel retour vous avez finalement depuis l'ouverture en début d'année? Alors ça va bientôt faire 6 mois, donc c'est quand même relativement jeune comme expérience. Mais d'abord, c'est un magasin extraordinaire. Et on a réalisé ce qu'on avait imaginé de faire, à savoir de casser les codes du grand magasin. Que ce soit dans son concept architectural, que ce soit dans son merchandising, que ce soit dans son approche de l'offre, que ce soit dans les services que nous proposons, on a réussi notre pari de faire un magasin différent, mais qui reste très accroché à l'identité et à l'ADN des Galeries Lafayette. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Après, ça ne vous a pas échappé, on a ouvert à un moment de l'histoire des Champs-Élysées qui n'est pas la plus glorieuse ni la plus prestigieuse. Donc aujourd'hui, le trafic des Champs-Élysées n'est plus ce qu'il était quand on a construit et imaginé ce magasin. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tout changer et qu'on va casser que... Mais ce qui est vrai, c'est que les performances sont en deçà de ce qu'on avait imaginé, mais tout à fait acceptable. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire venir les clients que nous visions, millennials ou pas millennials, français ou internationaux, dans ce magasin, parce que je crois qu'on a construit quelque chose d'assez extraordinaire. Après, tout n'est pas parfait. Il y a des adaptations, il y a des ajustements qu'on doit faire dans l'offre, dans son marketing, dans sa communication, dans sa densité de produits. Et c'est ce qu'on est en train de mener avec l'équipe. Une fois de plus, quand on a initié ce projet il y a maintenant 4 ans avec Nadia Douib, on est parti d'une page blanche. Et aujourd'hui, maintenant, dans ce magasin, il existe. Et donc, forcément, on doit l'adapter un petit peu. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. L'avantage, c'est qu'on a une équipe qui a été construite pour ce magasin. Et donc, on doit être plus réactif que quand on est dans un grand magasin traditionnel, et c'est ce qu'on est en train de démontrer. Il y avait beaucoup de nouvelles approches en termes de services, de l'accompagnement très poussé du client par les équipes. Il y avait aussi une approche différente du merchandising, une mise en avant des marques complètement différente, au niveau de la sélection de marques, au niveau de la présentation. Vous allez bouger des choses? C'est des choses sur lesquelles, en tout cas, on est en train de regarder et en train d'essayer de tirer les enseignements concrets. Mais une fois de plus, ça fait 6 mois dans un environnement et un contexte économique qui est un peu particulier. Donc on ne veut pas non plus défaire quelque chose qu'on a mis autant de temps à imaginer.
et sur lequel tout le monde a salué la réalisation qui a été faite, que ce soit d'ailleurs de la part de nos fournisseurs, partenaires, que ce soit de la part des clients, ou que ce soit de la part de nous-mêmes, de nos concurrents et confrères de la profession. Donc il faut qu'on soit vigilant, il ne faut pas qu'on casse tout. Bien au contraire, il faut qu'on trouve et qu'on fine-tune, comme diraient les anglo-saxons, les éléments qui vont nous permettre justement d'adapter ce modèle qui est quand même... qui a le mérite d'exister et qui doit continuer à exister. C'est un modèle, ça a été dit lors de l'inauguration, qui a un potentiel de duplication. En France, je ne sais pas, mais c'est très certainement à l'international. C'est dans les cartons, c'est à venir ça, ou il y a encore rien de fait? Alors pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais c'est clairement un modèle que nous pourrons et nous pourrions utiliser à l'avenir à l'international, et notamment en Chine, où on sait que la clientèle est très appétente à ces produits très exclusifs. Et quand je parle d'exclusivité, c'est plutôt la rareté du produit que la cherté. C'est plus des produits qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on veut mettre en avant. Et de ce fait, c'est vrai que c'est un modèle qu'on va, en tout cas, essayer de développer en Chine. Aujourd'hui, quand on parle de développement international, les Galeries Lafayette sont présents au Moyen-Orient, en Europe et en Chine. Avec combien de magasins au total hors de la France? Aujourd'hui, c'est 8 magasins. On en a 3 autres qui sont dans les cartons. Donc, on a des sources de développement encore et des ouvertures qui vont arriver, notamment dans quelques semaines à Luxembourg. C'est la prochaine en date. Mais aussi le grand opening qu'on va réaliser à Shanghai fin octobre. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on est parti sur des modèles un peu plus traditionnels du grand magasin. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas commencé un peu à modeler et à faire un parcours qui soit très Galeries Lafayette. C'est le cas à Shanghai et qui pour l'instant connaît un très beau démarrage. Donc on va, et c'est un des axes sur lequel on pense que l'entreprise peut se développer, c'est l'international et notamment la Chine. On va revenir sur l'international. J'avais une petite question quand même sur le réseau France, où vous avez modifié un peu votre façon de travailler sur la France, en cédant, c'est bien ça, à la financière bordelaise, une partie du réseau. Quel retour vous avez justement sur ce point stratégique opéré fin 2017 Fin 2018. Beaucoup de choses sont passées entre 2018 et 2019, mais on peut revenir déjà sur le pourquoi de cela. Ce qui est vrai, c'est que le parc de magasins Galeries Lafayette, en France, c'était une petite soixantaine de magasins présents dans des grandes capitales régionales et dans des plus petites villes, fruit d'acquisitions successives dans les années 80 et 90. Et on se retrouvait avec un parc très hétérogène, avec des magasins qui pouvaient aller de 2500 m² à d'autres qui en faisaient quasiment 20 000. Des magasins qui faisaient 4 à 5 millions d'euros et d'autres qui arrivaient quasiment aux 100 millions. Et avec une disparité à la fois dans l'image qu'on pouvait représenter des Galeries Lafayette en province, par l'offre qu'on avait dans ces magasins, et aussi par des magasins qui étaient plus vieillissants dans certaines villes ou dans d'autres. Et donc, face aux différentes priorités stratégiques que nous avons et que nous avions à l'époque pour les Galeries Lafayette, c'est vrai que ces magasins qui étaient les plus petits du parc passaient toujours un peu après les autres parce qu'on avait toujours la conviction qu'on avait plus de potentiel à investir dans le e-commerce, à investir dans des grandes villes. Mais on avait aussi la conviction que c'était important que la marque Galeries Lafayette continue à être présente sur le territoire à travers ce réseau de magasins. Et donc on a étudié les différentes hypothèses et on a trouvé un partenaire de la financière immobilière bordelaise qui a repris ces 22 magasins et qui a à la fois repris son immobilier et son exploitation et qui aujourd'hui exploite de façon très professionnelle à nos côtés ces magasins et va y investir de l'argent pour les refaire, les remodeler, peut-être réduire certaines surfaces qui étaient trop grandes, peut-être y introduire d'autres enseignes pour essayer de redynamiser aussi ces magasins-là, et donc d'une certaine manière continuer de permettre à l'enseigne Galeries Lafayette de rayonner en France à travers ce réseau. Sur l'offre, vous continuez de travailler conjointement avec eux, ça reste une offre Galeries Lafayette. Tout à fait. Ça fait partie du contrat d'affiliation qui nous lie. Nous travaillons ensemble à l'offre qui est présente dans ces magasins. Ils ont une certaine liberté pour pouvoir construire leur propre offre, mais elle est minime par rapport à l'ensemble de ce qui est présent dans ces magasins-là. Et puis après, quand des options stratégiques plus importantes peuvent être prises sur des réductions de surface pour y faire entrer d'autres enseignes ou autres,
C'est des discussions qu'on a conjointement. Du coup, ils ont Go for Good dans leur offre. Oui, tout à fait. Parce que ça, c'est quand même l'un des gros chantiers, l'une des belles surprises aussi, j'imagine, de votre côté. Ce projet Go for Good, rappelons-le, c'est identifier un certain nombre de marques ou de produits qui ont des démarches éco-responsables, locales, en tout cas qui font bien. Inclusives. D'abord, pour nous, c'est une vraie conviction. C'est une conviction profonde que on ne peut pas continuer éternellement à fermer les yeux et à considérer que l'industrie de la mode puisse être en parallèle de la société. Et c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et on en est aujourd'hui une plateforme. Les Galeries Lafayette, c'est 2000 marques qui sont présentes dans ces magasins. Et donc de ce fait, quand on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour essayer de faire bouger les lignes, avec beaucoup d'humilité. On n'est pas une institution ONG ou quoi que ce soit, mais se dire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans notre portefeuille de partenaires et de fournisseurs, ils ont, pour beaucoup d'entre eux, des initiatives. Et donc, avec l'équipe de la RSE des Galeries Lafayette, on a constitué un cahier des charges assez strict, avec des critères. Et il fallait être éligible à un de ces critères pour pouvoir être qualifié de Go for Good. Et une fois de plus, notre volonté, ça n'a jamais été de dire cette marque est responsable, mais plutôt ce produit est responsable. Et donc, ça a été très bien perçu par nos fournisseurs, qui en 2018 nous ont accompagnés, et aussi par nos clients. Et donc, on a lancé cette initiative qui est une démarche d'entreprise en 2018 et qu'on poursuit, puisque c'est une démarche au long cours, et qui, aujourd'hui, en 2019, est encore présente dans nos magasins. Et donc, tous les ans, au mois de septembre, dans les magasins Galeries Lafayette, verra apparaître une initiative autour de Go for Good et de la mise en avant de façon massive des produits qui seront considérés comme étant responsables. Je dois avouer que l'an dernier, quand vous l'avez lancé, on a dit encore une initiative green. Bon, est-ce que c'est du greenwashing ? Il n'y a pas de label autour. On va voir ce que ça va donner. Et en fait, on a eu les retours, effectivement, des marques qui nous ont dit non, c'est vraiment intéressant parce qu'il faut vraiment valider les choses. Alors, comme vous dites, c'est pas une volonté impérative que tous les produits, toutes les lignes soient complètement green ou responsables ou locales, mais il y a un vrai changement. Et là où c'est intéressant, et je voulais savoir si vous l'aviez pressenti, c'est que vraiment c'est regardé par l'ensemble de l'industrie comme un déclencheur. Mais vous savez, je vous disais juste avant que c'était une vraie conviction qu'on avait quelque chose à faire. Ça fait partie de toute l'histoire de l'entreprise Galeries Lafayette et du groupe Galeries Lafayette. En 1992, Philippe Houzé, mon père, le président des Galeries, à l'époque était président de Monoprix, lançait la gamme de produits Monoprix Bio et Monoprix Vert. C'était le premier à le faire. En 1997, on éditait chez Monoprix un rapport sur le développement durable, avec une effigie qui était un manchot vert. C'est des sujets sur lesquels on est, une fois de plus, conscient qu'on a un rôle à jouer. Et c'est pour ça que je vous disais, on n'est pas un label, on est juste une façon de pouvoir montrer qu'il y a des choses qui se passent. Évidemment, il y a des choses à bannir, et ça, on va le faire. Mais il y a des choses et des bonnes initiatives. Et donc, à nous, en tant que plateforme, une fois de plus, on est la maison des marques. Une entreprise comme les Galeries Lafayette, le grand magasin que nous sommes, on est la maison des marques. Donc, on a la possibilité de pouvoir montrer au grand jour ce qui est fait par les uns et par les autres. Et certaines marques, et notamment dans le luxe, étaient très contentes de cette démarche qu'on leur a proposée parce que pour elles, c'était aussi un moyen de montrer ce qu'elles avaient et ce qu'elles faisaient, même si ça faisait des années qu'elles étaient embarquées dans cette démarche de développement, d'un développement plus responsable. Elles ne savaient pas comment pouvoir le montrer. Elles ne voulaient pas communiquer directement dessus parce que ça pouvait troubler l'image. Et donc pour nous, la responsabilité de l'entreprise est devenue un vrai enjeu stratégique. On l'a inscrit comme tel et comme un des piliers stratégiques de l'entreprise, à la fois dans l'empreinte carbone que l'entreprise peut avoir, mais aussi dans les collections qui doivent être présentes dans nos magasins. On veut qu'à l'horizon de 2024, 25%... Oui, là vous avez pris des engagements chiffrés sur ce que vous allez faire en 2024. Et à l'horizon de 2024, qui est l'horizon du plan qu'on s'est inscrit et les engagements qu'on a pris vis-à-vis de l'actionnaire, d'avoir des choses très concrètes, mesurables dans le temps, pour démontrer que l'entreprise fait bouger aussi un peu les choses.
Ce plan-là, il est aussi réalisé par vos partenaires qui opèrent les Galeries Lafayette à l'international. Go for Good est poussé à l'international ou pas? Ça va l'être. Oui. C'est-à-dire que, en fait, quand on est à l'international, on opère sous différents modèles. Donc, quand on est en Europe, on est en direct. Donc là, en effet, on est chez nous et là, Go for Good est mis en avant. Quand on est au Moyen-Orient, on est en franchise. Donc, on ne peut que inciter nos partenaires à le faire. Et quand on est en Chine, on est en JV. Donc, on n'a pas encore mis en place la démarche, mais on va le faire. Et c'est un des engagements de 2020 de pouvoir implémenter cette démarche aussi à l'international pour les Galeries Lafayette. Au BHV à partir de début d'année prochaine, à la Redoute depuis juin 2019. Donc au fur et à mesure, le groupe Galeries Lafayette s'engage dans cette démarche responsable. Dans l'idée, c'est de faire rentrer toutes les enseignes au fur et à mesure. Mais Louis Pion produit une montre responsable qui est labellisée Go for Good. Guérin produit également des bijoux qui sont labellisés Go for Good. Ils sont avec des diamants propres. Voilà. Donc au fur et à mesure, l'ensemble des entreprises du groupe Galeries Lafayette sont embarquées dans cette aventure. Dans les enseignes, dans les projets que vous avez lancés, il y a Italie, il y a donc Mauboussin qui vous a rejoint. Vous avez encore d'autres projets comme ça dans les cartons? Vous voulez encore élargir le périmètre du groupe? On est une entreprise familiale, mais qui est une entreprise volontaire, avec l'envie de s'inscrire dans la durée et dans le temps. Et donc forcément, on saisit les opportunités de pouvoir continuer intelligemment à faire grandir le groupe. Que ce soit Italie, qui est un concept italien autour de l'alimentaire, restauration et épicerie très puissant, très apprécié de la clientèle internationale, mais aussi de la clientèle française, et qui vient dans l'écosystème du Marais que nous avons créé autour du BHV, renforcer l'attractivité de ce quartier et donc de permettre à l'ensemble des enseignes qui sont présentes pour nous dans le Marais de trouver une nouvelle clientèle. Donc c'était important. Vous l'avez déjà senti ça sur le Marais? Tout à fait, tout à fait. C'est un moteur. C'est un moteur, c'est un succès. Il y a des gens qui viennent spécialement pour aller chez Italie. Donc oui, pour nous, c'est une très belle réussite. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres en France, puisque nous avons la master franchise pour la France. Donc nous étudions et nous étudierons toutes les opportunités qui sont présentes ou qui se présenteront à nous. Et puis pour Mauboussin, nous avons aujourd'hui Guérin Joaillerie qui fait partie du groupe. Et donc dans cet univers de la joaillerie premium, Mauboussin et Guérin ont un avenir en commun à écrire. Et donc on a considéré que l'association de ces deux marques iconiques allait nous permettre de prendre une position assez importante dans l'univers du premium. On n'est pas dans la haute joaillerie, on n'est pas dans la petite bijouterie, mais on est dans une joaillerie premium plaisir et dans laquelle on a un rôle à jouer et qui correspond très bien au positionnement, une fois de plus, des Galeries Lafayette. Et alors, sur un élargissement encore du périmètre, qu'est-ce qui pourrait vous manquer? Qu'est-ce que vous pouvez regarder? Aujourd'hui, on est focalisé sur ce que nous avons. Oui. Donc, on a déjà beaucoup encore de projets qui sont en cours de développement. Je vous citais tout à l'heure Luxembourg. Il y a Beaugrenelle qui va ouvrir également avant la fin de l'année. On évidemment souhaite continuer à développer les Galeries Lafayette à l'international et notamment en Chine. Aujourd'hui, on a 2 magasins, mais on est convaincu qu'à l'horizon de 2024-2025, on peut en avoir une dizaine et couvrir de cette manière-là une partie des grandes capitales locales chinoises. Le digital est évidemment la priorité numéro 1 de l'entreprise, avec le projet que nous menons autour de galerielafayette.com. Donc, des projets, on en a beaucoup déjà en interne, et puis s'il y en a d'autres, on verra bien. Tout ça, c'est une enveloppe de combien cumulée? Vous savez, on est dans une entreprise familiale, donc on est très raisonnable. Vous parlez de l'international, vous finissiez sur la Chine. L'international, vous avez, en dehors des Galeries Lafayette, une autre casquette au niveau des grands magasins internationaux. Je voulais savoir un peu quelle est votre perception de la dynamique de ce secteur-là. C'est pas toujours facile comme secteur, c'est un secteur en transition. Comment vous voyez les choses se passer sur les différents marchés internationaux? C'est pas simple. On est dans un métier du grand magasin qui est un métier très ancien. Nous avons 125 ans, mais on est quasiment les plus jeunes de la profession. Et c'est un métier qui est très chahuté, très bouleversé par la digitalisation, justement. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en Amérique du Nord, quand on regarde ce qui se passe à l'Est et notamment au Japon, on voit une nécessité de consolider ces marchés. Et c'est vrai qu'il y a sans doute eu beaucoup trop d'ouverture à un moment donné, donc une profusion d'offres.
Et donc de ce fait, aujourd'hui, il y a un besoin de rationaliser ces parcs de magasins et donc des challenges assez significatifs à relever. Donc on a tous aujourd'hui, à notre échelle différente, des projets assez significatifs à mener et c'est ça qui rend aussi l'attrait de ce métier du grand magasin, à la fois pour ces différents projets à mener, mais aussi pour la diversité des univers dans lesquels nous sommes. Et une fois de plus, on a cette profession qui évolue en permanence. Donc c'est bien, on a connu beaucoup de révolutions ce dernier siècle. On voit que le digital est une véritable interrogation, même parfois des acteurs du digital qui rachètent certaines enseignes. C'est une véritable transformation, souvent pour des acteurs qui sont là depuis des décennies. Tout à fait. Et une fois de plus, ça renforce notre conviction aux Galeries Lafayette de la nécessité de digitaliser l'entreprise. C'est pas un gimmick, c'est pas un gadget, mais c'est bien pour faire en sorte qu'on soit capable de répondre à toutes les attentes des clients quand ils ont ou quand ils pensent à un produit de mode. Il faut qu'ils pensent aux Galeries Lafayette, que ce soit en physique ou en digital. Et vous me parliez d'être là dans 125 ans pour l'entreprise. Je ne serai plus là. Vous ne serez probablement plus là, mais au terme de votre mandat de dirigeant, vous l'imaginez comment cette entreprise familiale ? Toujours familiale ? Oui, bien sûr. Je ne peux pas imaginer autrement. D'abord, je ne sais pas quand est le terme de mon mandat. Il faudra le demander à mes actionnaires familiaux. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'y mets toute mon énergie pour faire en sorte, une fois de plus, c'est pas pour déconstruire ce qui a été fait avant, mais au contraire entretenir ce que j'ai récupéré en 2013 et projeter l'entreprise dans le futur. Et une fois de plus, c'est un travail important qui est réalisé par toute l'équipe, que ce soit dans les magasins, que ce soit au siège. Je crois qu'on est tous embarqués dans cette aventure entrepreneuriale parce que c'est comme ça aussi qu'on vit ce que nous sommes en train de mener. Et on a vraiment... en tout cas moi, la conviction que les Galeries Lafayette ont un rôle à jouer. C'est une enseigne de référence, c'est une enseigne qui a une renommée internationale. Et donc, on a forcément notre épingle à tirer dans ce jeu complexe du commerce au XXIe siècle. Nicolas Auzé, merci. Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Insight Fashion Network. À très vite. Merci.